Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le métro, ça continue, c'est le premier titre de l'actualité. Aujourd'hui encore, les Parisiens doivent supporter des embouteillages assez spectaculaires et il se pourrait que la grève se poursuive. Nous allons en reparler. Les autres titres, un week-end politique assez riche avec notamment les Républicains indépendants et les communistes, nous en reparlerons en compagnie de Guy Claes. Une rumeur à Formose, un journal ce matin annonce la mort de Lin Piao, le dauphin de Mao Tse-tung, dont on savait d'ailleurs déjà qu'il était malade. Selon ce journal, Lin Piao serait mort il y a déjà un mois. Autre titre dans l'actualité, la mort de Philippe Héria, l'académicien Goncourt, avait 73 ans. Il disparaît au moment où la télévision s'apprête à diffuser une série consacrée à l'une de ses œuvres principales, la famille Boussardel. Le temps sur la moitié nord de la France, des nuages et quelques pluies passagères. Sur le sud, un assez beau temps avec quelques averses orageuses malgré tout dans le sud-est et sur la Corse. La paralysie du métro parisien prend donc des proportions impressionnantes. On en est maintenant au 7e jour de grève et les syndicats semblent s'installer dans ce mouvement. Le point à la fois des embarras dans Paris et de cette grève en compagnie d'Hervé Chabalier qui se trouve, vous le voyez, à la place de la Concorde. Oui, et vous le voyez, Jean-Michel, ça roule finalement pas trop mal dans Paris, mais il est 13h et quelques minutes. Et les Parisiens, avec ou sans métro, déjeunent comme tous les jours. Je peux vous dire en tout cas qu'il y a moins d'une heure, la rue de Rivoli que vous découvrez en ce moment était entièrement bloquée. Et sur la place de la Concorde, ça n'était guère plus brillant. D'ailleurs, c'est ce matin, au 7e jour de cette grève du métro, que les embouteillages ont été les plus importants aux portes de Paris. Et la rentrée de ce soir s'annonce hélas particulièrement problématique. Peut-être fera-t-il encore beau ce soir, on peut l'espérer pour les Parisiens. Cet après-midi, plusieurs événements importants concernant cette grève du métro. Tout d'abord, vers 14h à Matignon, réunion autour de M. Jacques Chaban-Delmas pour faire le point de la situation, examiner les conséquences du prolongement de la grève et décider éventuellement de nouveaux moyens de transport, de remplacement pour les Parisiens. Ensuite, à 15h à la Bourse du Travail, assemblée générale des 2500 conducteurs grévistes. Leur position pour l'instant n'a pas changé. Ils estiment toujours que la grille des salaires défavorise leur catégorie et donc ils ne l'acceptent pas. Du côté de la direction de la RATP, là non plus, pas de changement. Monsieur Vieille pense, lui, qu'en donnant satisfaction à aux 2500 conducteurs, il serait ensuite obligé de changer la grille des salaires pour les 38 000 employés de la RATP et qu'il y aurait donc encore de nouvelles grèves. Situation bloquée donc, il reste peut-être quand même à espérer pour les Parisiens que les négociations entre direction et syndicats reprendront au plus vite. À vous Jean-Michel Desjeunes. Dans les rues de Paris, il y a d'ailleurs eu ce matin un grave accident qui s'est déroulé du côté de la rue de Rennes. Le conducteur d'une DS a perdu ce matin le contrôle de sa voiture. Il est monté sur le trottoir, il a percuté la terrasse du café que vous venez de voir. Voilà l'état de la voiture. Il y a eu un mort et 5 blessés. Raison de l'accident, le conducteur venait de prendre livraison de sa voiture. Il ne savait pas trop comment s'en servir. Il faut revenir maintenant à l'actualité politique de ce week-end. On a parlé beaucoup, Guy Claes, des Républicains indépendants, de l'accordéon de M. Giscard d'Estaing, d'autres choses plus sérieuses, et puis aussi du comité central du Parti communiste. Il s'est passé à Toulouse quelque chose d'assez important, en ce sens que les Républicains indépendants sont devenus un véritable parti politique. Vous savez, au fond, jusqu'à présent, c'était une espèce d'amicale réunissant des élus, des membres des clubs Perspectives et Réalité, et c'était organisé, certes, mais enfin, ce n'était pas vraiment une machine politique, une machine électorale. Or, ça l'est devenu de toute évidence. Et cette machine politique, cette machine électorale, a un leader, M. Valéry Giscard d'Estaing, qui est entouré d'une espèce de vénération qui a surpris un peu tout le monde, même à Toulouse. M. Valéry Giscard d'Estaing, donc, qui en bonne logique devrait jouer les élections présidentielles de 1976. En attendant, la première échéance, c'est évidemment les élections législatives de 1973, et là, les Républicains indépendants ont été très clairs, ils sont en compétition avec l'UDR, tout en restant dans la majorité, bien sûr, mais leur objectif est d'avoir plus de députés que l'UDR, c'est ça l'objectif. Et M. Giscard d'Estaing, qui a annoncé qu'il se tairait jusqu'au 1er octobre 1972, a donné carte blanche à M. Poniatowski et à son parti pour mener cette compétition comme ils le voudront, aussi bien que possible. Donc, M. Giscard d'Estaing a donné quitus à M. Poniatowski pour toutes les initiatives qu'il avait prises cet an dernier et dont on a beaucoup parlé, vous le savez. Et du côté des communistes. Alors cette querelle entre entre deux des partis de la majorité, on la retrouve, cette compétition, à peu près équivalente entre les deux grands partis de gauche, le Parti communiste et le Parti socialiste. Vous savez que M. Mitterrand a dit hier qu'il fallait que le Parti socialiste devienne le plus important parti de gauche. Quant aux communistes, eh bien, ils veulent prouver qu'ils sont vraiment l'aile marchande de la gauche, le parti le plus dynamique, et c'est pour ça que le comité central a adopté la semaine dernière un programme de gouvernement
que M. Georges Marchais va présenter cet après-midi à la presse. C'est évidemment mettre un peu les socialistes au pied du mur que de leur proposer ce programme de gouvernement, et c'est pourquoi M. Mitterrand va répondre à son tour au Parti communiste jeudi prochain dans une conférence de presse. Enfin, à la fin de la semaine, nous aurons le Congrès radical avec le duel Servan-Schreiber-Maurice Faure, qui a une certaine importance politique dans la mesure où les radicaux auront aussi à choisir à cette occasion entre l'union de la gauche et puis certaines tentations centristes ou réformatrices. On ne sait pas trop quelle est la différence en fait. Effectivement, encore un calendrier politique cette semaine assez chargé. Une des conséquences de la grève du métro à Paris, le salon de l'auto. Le salon de l'auto, jusqu'à présent, a reçu beaucoup moins de visiteurs que l'an dernier. On parle, Michel Tardieu, de 40% de pertes dans les visiteurs. Pour la journée d'hier, par exemple, il n'y a eu que 75 000 visiteurs contre 144 000 l'an dernier, le même jour, à la même distance de l'ouverture du salon. Cette baisse de fréquentation ne veut pas dire que l'automobile aille mal. L'automobile, en France, va bien. Le premier semestre a vu tous les constructeurs battre des records de production et aussi des records d'exportation, à l'exception de Renault, parce que chez Renault, la grève du mois de mai avait fait baisser un petit peu la production et aussi les exportations. Mais si l'automobile va bien pour l'instant, il y a des nuages. Et le premier nuage, c'est évidemment le protectionnisme américain. Les Japonais, les Allemands ont du mal maintenant à vendre aux États-Unis, et toutes les automobiles que Toyota ou Volkswagen ne vendent plus sur le marché américain, il faudra bien qu'ils les vendent ailleurs. Et là, cela va entraîner un durcissement de la concurrence en Europe, durcissement d'autant plus grand que chez Fiat, déjà, ça ne va pas très fort. Donc, premier nuage, la concurrence internationale qui augmente. Deuxième nuage, la hausse des prix. Le président de la République l'a dit en visitant le salon, les prix des autos ont monté et cette hausse des prix empêche un petit peu que la demande intérieure prenne le relais des exportations. Vous savez que les constructeurs ont connu des hausses de salaire importantes depuis un an, ils les ont donc répercutées sur leur prix de vente. Si bien que la difficulté d'exporter, la hausse des coûts intérieurs, tout cela entraîne à la fois une diminution des marges et des difficultés à prévoir dans l'avenir. Et cela est un bon exemple des difficultés qui menacent l'ensemble de l'économie internationale et l'économie européenne. Pour l'instant, ça va bien, mais la concurrence internationale se durcit, la hausse des prix et des salaires entraîne des réductions de marge pour les constructeurs et peut-être un ralentissement de la consommation. Vous voyez, l'automobile montre un petit peu quelles sont les menaces aujourd'hui de l'économie occidentale en général. À vous, Jean-Michel. Merci Michel, à tout à l'heure. À propos du salon de l'auto, Information Première vous propose au cours de Télésoir une enquête de Claude Manuel, Roland Tourte et Jean Grégoire, une enquête sur le thème Les grands de l'automobile. Ce soir, il s'agira de General Motors, mardi Volkswagen, mercredi Fiat, jeudi Renault et vendredi Ford. D'autre part, Hebdo Midi Affaires de demain sera consacré au problème de l'automobile, de l'industrie automobile, telle que les voient en tout cas les présidents de ces 5 grandes firmes. L'actualité internationale, encore une affaire d'espionnage à Londres. Un fonctionnaire du Foreign Office a été arrêté. On lui reproche d'avoir communiqué un document secret à une autre personne non identifiée jusqu'à présent, et cela serait passé à Khartoum il y a déjà de cela quelques mois. Élections en Allemagne et en Autriche. Dans les deux cas, le Parti socialiste en est sorti victorieux. Dans l'État de Brême, le parti de M. Willy Brandt a remporté une confortable victoire avec près de 56% de voix. En Autriche, c'est une victoire du chancelier M. Kreski. Pour la première fois dans l'histoire de la République autrichienne, le Parti socialiste a remporté la majorité absolue dans des élections législatives. Aux États-Unis, 2 scandales font toujours les gros titres des journaux. L'affaire des malades du cancer qui auraient servi de cobaye à des fins militaires, une affaire, vous le savez, dénoncée par Ted Kennedy, et puis la mutinerie qui serait produite au Vietnam dans la première division américaine de cavalerie. Le commandement américain a confirmé ce matin que les soldats en question avaient refusé d'aller au combat. En Irlande, une nouvelle flambée de violence pendant le week-end avec des attentats à la bombe et encore un soldat britannique qui est mort cette nuit. Cela porte à 28 le nombre de militaires britanniques morts en Irlande du Nord. Près d'une dizaine d'attentats en Irlande du Nord pour ce dernier week-end, au total 1 mort, 15 blessés. Le plus grave, samedi soir, une bombe explose dans un pub du quartier catholique de Belfast. Il a fallu 3 quarts d'heure aux sauveteurs pour dégager les victimes des décombres. Une femme tuée, 13 personnes blessées. La bombe avait été déposée à l'entrée du pub, peut-être un acte de représailles après l'attentat d'il y a 10 jours, visant un bar protestant et où 2 hommes avaient trouvé la mort. Dégâts matériels très importants, le bar catholique a été complètement soufflé par l'explosion, les maisons voisines sérieusement endommagées. Hier matin, autre explosion, toujours à Belfast, les locaux d'un ancien poste de l'armée ont été détruits, mais cette fois, aucune victime.
Sur la scène internationale, 3 voyages à signaler. D'abord, le président égyptien est parti hier pour Moscou. Le président Sadat va discuter avec les dirigeants du Kremlin du soutien des soviétiques dans le conflit du Proche-Orient. Quant à la délégation chinoise, sa visite se termine aujourd'hui, sa visite en France. Ils ont dû quitter il y a maintenant quelques minutes l'aéroport d'Orly. Et puis il y a toujours le périple de l'empereur du Japon. Hirohito a quitté la Suisse ce matin pour l'Allemagne fédérale. Vous le voyez ici dans les vignes de nos voisins suisses. La visite en Allemagne doit durer jusqu'à mercredi et là encore, on craint quelques manifestations. Ajoutez aussi cette information à propos de la drogue. À la suite des propositions de M. Pompidou, les 6 du marché commun pourraient se retrouver le 4 novembre prochain pour discuter d'une attitude commune face à ce problème de la drogue. C'est du moins ce que propose en tout cas la France. Je vous propose de revenir, quant à nous, maintenant à un sujet qui nous concerne peut-être d'un petit peu plus près, qui concerne en tout cas de plus près notre vie quotidienne. La rentrée des classes n'est pas si loin, et vous avez sans doute remarqué qu'il y a de plus en plus d'enfants qui portent leur cartable à la manière d'un sac à dos. C'est en effet ce que conseillent maintenant les médecins. Pendant trop longtemps, le cartable bourré de livres qu'il fallait traîner à la main en allant et en revenant de l'école a provoqué de sérieux inconvénients pour la santé des écoliers et des élèves. Il s'agit évidemment de la scoliose, et cela a été l'un des thèmes de discussion des entretiens de Bichat qui se sont terminés hier. Un souci qui concerne donc tous les parents. Dans ce domaine aussi, la médecine a fait des progrès. C'est ce que vont vous expliquer Rosie Morel et Annick Beauchamp. Rien d'extraordinaire à ce qu'une jeune fille de 16 ans nage, patine et fasse de la danse classique. Et pourtant, regardez cette image. C'est celle du dos de cette jeune fille il y a 2 ans. Le voici aujourd'hui. Entre-temps, elle a été opérée de sa scoliose. Monsieur, qu'est-ce que la scoliose? La scoliose, madame, est une maladie déformante de la colonne vertébrale qui atteint l'enfant ou l'adolescent en période de croissance. Est-elle toujours grave? Sous le terme de scoliose se cachent 2 réalités très différentes. La scoliose posturale, la scoliose simple, la scoliose d'attitude, qui n'est pas grave, qui est habituellement temporaire et n'entraîne pas de conséquences fonctionnelles, et la scoliose vraie, qui est vraiment la maladie, la scoliose structurale. Est-ce qu'il y a un test qui permet immédiatement de distinguer l'une ou l'autre forme de scoliose? Oui, bien sûr, et ceci est très important à savoir. Lorsqu'un enfant est suspect de scoliose, il y a un moyen très simple, à la portée de tout le monde, à la portée de toutes les mamans, qui permet de distinguer la scoliose posturale de la scoliose maladie. Il suffit de faire pencher l'enfant en avant et de regarder le dos. Si d'un côté apparaît une boussure, c'est qu'il y a une rotation de la colonne vertébrale, c'est le signe de la scoliose structurale, de la scoliose maladie. Il faut dans ces cas, sans tarder, aller voir le spécialiste et prendre ses conseils. Pour la première, que faut-il faire? Pour la première, il n'est pas nécessaire de traitement important. Bien sûr, il s'agit d'enfants qui grandissent vite, fatigués, il faut qu'ils se reposent, il faut qu'ils fassent un petit peu de gymnastique corrective, qu'ils mènent une vie hygiénique. Depuis une quinzaine d'années, de nombreux progrès ont été faits dans le traitement de la scoliose grave. Actuellement, ce traitement comporte à la fois la kinésithérapie, le traitement orthopédique et la chirurgie, qui se combinent dans un ensemble pour permettre d'améliorer l'état morphologique et l'état fonctionnel des patients. Par le traitement orthopédique, vous voulez dire remettre la colonne vertébrale dans sa position correcte? C'est cela. En réalité, le traitement des scolioses graves comporte 2 temps. Un premier temps de correction et un deuxième temps de fixation. Cette correction se fait par étirement progressif de la colonne vertébrale et rééducation respiratoire. Le temps de fixation est réalisé au moment de la chirurgie par une greffe vertébrale. Cette greffe est faite avec quel matériau? Cette greffe vertébrale est faite avec de l'os autogène prélevé sur le malade lui-même et l'ouverture de la courbure scoliotique est maintenue soit au moyen de matériel métallique, soit au moyen d'un greffon cortical autogène prélevé sur le malade lui-même. Quel recul avez-vous pour juger du résultat à long terme de ces interventions? Les premières interventions pour scoliose datent d'une quarantaine d'années. Elles ont été faites aux États-Unis. Et les patients sont maintenant des gens âgés. Nous avons donc un recul important. Et sans problème? Bien sûr, il y a eu de nombreux progrès sur le plan technique qui ont été réalisés depuis. De tels progrès que ces enfants que vous voyez faire du ski avec un corset sur leur anorak sont en convalescence d'une opération de scoliose.
Tous les enfants ne sont pas atteints de scoliose maladie, heureusement, et ceux que nous avons sous les yeux ont l'air apparemment en excellente santé, Rosie Morel. Pourtant, ils peuvent poser certains problèmes à leur maman, notamment les enfants qui sont en pleine période de formation et qui ont un dos relativement fragile, ce qui est, je crois, d'ailleurs commun à tous les enfants en période de formation. Quelles sont les précautions à prendre pour les mères de famille dans ces cas-là? Eh bien, il y a toutes sortes de conseils plus ou moins judicieux qui courent à ce sujet. Il est classique de dire aux enfants « tiens-toi droit » quand ils se tiennent courbés ou de travers. C'est une mauvaise pratique. Si un enfant régulièrement se tient de travers, c'est qu'il est fatigué, c'est qu'il est malade. Il faut l'amener chez le médecin. Il y a un autre conseil qu'on se donne de femme à femme, ton enfant n'a pas le dos droit, fais-le dormir sur une planche. Eh bien, les spécialistes ne sont pas d'accord. Ils pensent qu'il faut beaucoup de sommeil à un enfant, beaucoup de temps de position allongée, mais la planche n'est pas nécessaire. Et un Américain conseille même de dormir sur le côté, les genoux vers la figure, et il trouve que la colonne vertébrale se met en position physiologique à ce moment-là. C'est-à-dire la position du fœtus. Bon, alors au fond, lorsqu'un adolescent se sent fatigué et qu'il a tendance lui-même à s'allonger longtemps sur son lit, ne serait-ce que pour travailler, il ne faut pas que les mères de famille le découragent. Il y a aussi encore un conseil que l'on entend souvent donné par les mères de famille qui n'y connaissent pas grand-chose, mais qui voudraient que leur fils ou leur fille ait un beau dos bien droit. C'est celui qui consiste à veiller particulièrement à l'alimentation et d'autre part à faire attention à ce que les enfants ne portent pas de trop lourds fardeaux ou ne serait-ce qu'un cartable d'une seule main. Qu'en pensez-vous? Ces deux conseils-là, par contre, sont parfaitement judicieux. Il faut qu'un enfant en période de croissance ait une alimentation variée qui apporte tout ce qu'il faut à son organisme, du calcium, c'est-à-dire beaucoup de fromage, de lait, de fruits, de céréales, mais aussi cette fameuse vitamine D qui était à la mode quand j'étais petite, sous forme d'huile de foie de morue, qui se trouve dans beaucoup de poissons et qu'on a tendance à négliger. Quant au poids dissymétrique, c'est-à-dire donner un seau plein de lait à un enfant trop petit ou un cartable lourd, mais c'est très mauvais, que la colonne est encore trop souple, on favorise une éventuelle déformation. Une dernière question, Rosie Morel. Est-ce qu'il y a des sports à conseiller et d'autres à déconseiller pour les enfants ayant le dos fragile en période de formation? Absolument. À conseiller fortement, nettement, unanimement la natation, ce qui est le meilleur des sports, à déconseiller pour les dos fragiles le cheval et la motocyclette. Je vous disais au début de ce journal qu'un journal précisément de Formose avait annoncé la mort de M. Lin Piao, le ministre de la Défense chinois. Un certain nombre d'informations nous parviennent qui semblent, disons, aller dans le même sens que cette information. Le gouvernement de Pékin, paraît-il, et ça vient du Japon, cela vient de sources proches du ministère japonais des Affaires étrangères, le gouvernement de Pékin s'apprêterait à faire un communiqué au sujet de l'état de santé, justement, du ministre de la Défense chinois. On indique de même source, de cette source japonaise, qu'il est fort possible que le ministre chinois soit gravement malade, soit déjà mort, comme l'indique donc la source de Formose. Sans doute y aura-t-il d'autres développements à ce sujet. Ce sera en tout cas l'explication du mystère chinois de ces dernières semaines. Voilà tout ce que nous savons pour l'instant. Voilà donc le tour de l'actualité. Rendez-vous avec les sports maintenant en compagnie de Patrick Chapuis. Nous passerons tout à l'heure quelques instants avec Colette Besson, championne olympique à Mexico, mais qui, depuis, après une saison assez médiocre, se pose quelques questions. Auparavant, deux reportages qui nous viennent du Sud. Un reportage de rugby d'abord, avec le cas du Racing Club de Toulon. Vous savez qu'à Toulon, il y a une crise. Depuis le départ d'André Herrero, 10 joueurs sont partis, refusent de jouer. Et pourtant, eh bien, le Racing Club de Toulon continue à fort bien jouer. Il a gagné ses 4 derniers matchs. Hier encore, victoire devant La Rochelle, reportage de Marseille et de Jean-Claude Jouan. En recevant hier après-midi au stade Mayol l'équipe de La Rochelle, à gauche, tout de noir vêtu, le rugby club toulonnais à droite, de culotte blanche, entendait bien poursuivre la série victorieuse des rencontres disputées jusque-là. Disons simplement que la nouvelle équipe varoise, où ne subsistent que 5 anciens, a réussi à imposer sa manière de jouer devant une équipe charentaise qui n'a rappelé que de très loin la formation dont le pack d'avant n'était pas sans inquiéter les équipes adverses. Les Toulonnais, avec Gruarin à l'avant et Carrère et Labouré derrière, ont dominé leurs rivaux pendant les 80 minutes de la partie. La pression toulonnaise fut constante et jamais l'équipe de Bernard Fabre ne fut inquiétée au tableau d'affichage, malgré ce très bel essai en contre des Charentais.
À la mi-temps, Toulon menait 10 points à 4 et une seule fois au début de la deuxième mi-temps, l'équipe rochelaise parvenait à desserrer les taux pour revenir de 16-4 à 16-10. Le plus bel essai fut incontestablement celui qui fut consécutif à un départ de toute l'équipe varoise et qui permit à Christian Carrère de ponctuer victorieusement cette attaque pleine de décision et de détermination. Le match se termina comme il avait commencé, c'est-à-dire à l'avantage des Varois. 38 points à 10, un score net à l'image du cavalier seul des avants toulonnais qui ont littéralement balayé les velléités défensives de La Rochelle après s'être nettement imposé en mêlée. Toulon reste donc invaincu depuis le début du championnat. Il s'avère intéressant de voir à présent le comportement de cette équipe dès dimanche prochain face à Quillan. En plus de Toulon, dans ce championnat de France de rugby, 4 équipes ne comptent que des victoires. Il s'agit de Béziers, de Brive, de Pau et de Montferrand. Motocyclisme au Castellet où vous savez que la saison des Grands Prix est terminée, mais il reste quand même des championnats de France qui se concluent actuellement. Championnat de France qui s'est conclu par la victoire de Michel Rougerie dans la catégorie la plus importante, la 500 cm3, et puis victoire de Rougerie aussi en formule libre. Nous retrouvons Jean-Claude Jour. Non loin du stade Mayol de Toulon, sur le circuit Paul Ricard au Castellet, autre pôle d'attraction, la finale de formule libre de motocyclisme. Cette épreuve se disputait sur 8 tours du circuit de 3 km 800. Au départ, on prévoyait une lutte Rougerie-Offenstadt, tous deux sur Kawasaki. On a tourné très vite hier après-midi, ce qui occasionna dans les difficiles virages quelques chutes sans gravité, fort heureusement pour les pilotes. Le record du tour fut réalisé par Christian Léon, 1 minute 34 secondes et 4 dixièmes. Dans la première série, Michel Rougerie couvrait les 8 tours en 13 minutes 15 secondes et 1 dixième, soit une moyenne de 118 km 116. La deuxième série, soit 26 km 110, ne pouvait pas échapper à Eric Offenstadt qui tournait plus vite que Rougerie, 13 minutes 7 secondes. Tout se jouait donc dans la finale où les deux vainqueurs des séries précédentes se retrouvaient sur la grille de départ. Offenstadt possédait cependant une machine plus puissante que Rougerie. Après un départ plus que laborieux d'Offenstadt, celui-ci grignotait quelques secondes à chaque tour. Mais dans le dernier, bien qu'ayant réussi à revenir dans la roue de Rougerie, il était cependant contraint de laisser la victoire à son camarade. Rougerie, crédité du temps de 12 minutes 50 et 7 dixièmes, soit une moyenne de 121 km 598, est le grand vainqueur devant Eric Offenstadt, excellent second, à 1 seconde seulement de Rougerie. Colette Besson maintenant. Depuis les Jeux Olympiques, elle est évidemment la tenante du titre de cette médaille d'or sur 400 mètres, mais elle est aussi une vedette, une grande vedette, une vedette qui roule dans une voiture de sport d'une très belle couleur moutarde, qui porte même une immatriculation avec ses initiales, une vedette aussi qui se pose des questions car depuis le début de la saison, elle ne réussit presque plus rien. Aujourd'hui, elle entre en scène dans les Jeux méditerranéens en Turquie, à Izmir, et il faut tenter de faire le point. C'est ce que Alain Bilouin a tenté de faire avec Colette Besson, et aussi avec son entraîneur, M. Durand-Saint-Omer, auquel on reproche souvent de trop entraîner justement Colette Besson. Regardez. Apparemment, rien n'est changé. Autour d'elle, les petits admirateurs sont toujours aussi nombreux. 3 ans après Mexico, la popularité de Colette Besson est restée la même. Et pourtant si, tout est changé, car aujourd'hui Colette n'apparaît plus dans aucune course importante. Son ascension après Mexico a pris très vite des détours capricieux. Dès 69 se dressèrent les premiers écueils, Nicole Duclos fut championne d'Europe à Athènes, Colette Besson était battue sur le fil, mais elle avait également amélioré un record du monde. On l'associait justement au triomphe de Nicole Duclos. Ensuite, la régression s'est précisée. Face à la défaite, face au jugement parfois dépourvu d'indulgence, Colette Besson fait front avec une curieuse sérénité. Écoutez-la. J'avoue que j'étais un peu
déçue de ma saison. J'espérais faire beaucoup mieux, mais contre la maladie, il n'y a rien à faire. Et puis, Helsinki, s'est passé quelque chose que les docteurs ne sont pas capables encore d'expliquer. Mais mon entraînement n'est pas à mettre en doute. Je vais me faire opérer parce que depuis le mois de novembre dernier, je suis en état permanent d'infection. J'ai les amygdales qui sont très enflées, et puis je fais des abcès dentaires tout l'hiver. Et je pense que mon angine aussi du mois de juillet m'a mis hors de forme pendant tout le reste de la saison. Cet homme est l'entraîneur de Colette, Yves Durand-Saint-Omer, 50 ans. Il est devenu presque aussi célèbre qu'elle au lendemain des Jeux, et c'était justice. On peut dire qu'il a révolutionné à lui seul le 400 mètres féminin dans le monde, mais bien avant Mexico, beaucoup de techniciens réfutaient ces méthodes d'entraînement où l'athlète doit apprendre à reculer les limites de sa souffrance. Nous savions qu'on ne pourrait pas toujours gagner. Il n'existe pas de champion qui n'ait été battu. Même champion olympique, même recordman, qui ne soit battu un jour. Ce qu'elle fait n'est pas différent de ce qui est pratiqué en Allemagne de l'Est ou chez les grandes spécialistes de 400 ou de 800 au monde. Elle fait un travail intense, d'accord. Ça surprend peut-être sur le plan français parce qu'on n'a pas tellement le goût et l'habitude de l'effort, mais on y viendra tout doucement. D'ailleurs, beaucoup y sont venus. Et ce qu'on a vu cette année dans le progrès du 400 mètres en France, il est dû justement au passage Colette Besson et peut-être des quelques échos d'entraînement, quelquefois un petit peu exagérés par certains, mais qui ont porté quand même un peu de fruits. Et le rôle d'une championne olympique, c'est justement de laisser des traces. Et s'il y a quelque amélioration en masse sur 400, en France et en Europe, parce qu'en Europe ça a joué un grand rôle aussi, je crois qu'on le doit à Colette Besson. Depuis Athènes, j'ai été battue. J'étais la femme à battre depuis Mexico, maintenant c'est fait et puis j'ai plus de complexe maintenant. En dépit des échecs et malgré les déceptions accumulées depuis 2 ans, Colette Besson continue de croire en son étoile pour les Jeux de Munich. J'estime qu'en un an, il est impossible de faire la reconversion sur 800 mètres. 800 mètres, c'est une course où il faut apprendre vraiment à courir. Alors je reste sur 400 mètres, je suis persuadée que je peux faire quelque chose et améliorer mes temps. Pour être championne olympique, 51 suffiront, mais on sera plusieurs sûrement à penser à ces 51 et ça sera sûrement très difficile. Mais à Munich, une place dans les 3 premières, ce sera déjà très bien, je pense. J'ai toujours eu confiance, comme j'avais confiance avant Mexico, et j'ai encore plus confiance pour Munich. Je crois à mon entraîneur, je l'écoute plus que jamais et je pense que ça devrait marcher. Après cette opération, je vais prendre 15 jours de repos et je remets ça sérieusement. Mais si effectivement le déclin est venu à sa rencontre, et même si la 7e place de Colette Besson au championnat d'Europe d'Helsinki a pris la forme d'un mauvais présage pour Munich, jamais on n'oubliera l'émotion qu'elle a su éveiller dans le cœur de chacun d'entre nous le jour de son couronnement olympique. Première et championne olympique, Colette Besson, France. Colette Besson pleurait à Mexico. Aujourd'hui, elle a 26 ans et nous attendrons avec curiosité ses résultats dans ces Jeux méditerranéens qui débutent pour l'athlétisme aujourd'hui. Pour finir, cet hebdo sport, je vous propose de regarder le calendrier sportif de la semaine. Aujourd'hui, nous l'avons dit, les Jeux méditerranéens avec l'athlétisme. Demain mardi, le football, toujours aux Jeux méditerranéens. Et du football encore, demain mercredi, avec cette fois le championnat de France. Championnat de France professionnel avec 3 matchs importants, Marseille-Nîmes, Rennes-Nantes et Lyon-Saint-Étienne. Mercredi toujours, cyclisme à Vichy avec l'étoile des espoirs jusqu'à dimanche. Jeudi, championnat d'Europe de gymnastique à Minsk, Coupe du monde de hockey sur gazon à Barcelone. Vendredi, boxe amateur, vendredi. Boxe amateur à Berlin-Ouest, c'est le match Allemagne-France. Vendredi encore,
Golf avec Jacqueline et Palmer au tournoi de Saint-Nom-la-Bretèche. Samedi, championnat de France de basket, du football également. Football avec Nîmes-Lyon. Mais Marseille a obtenu le report de son match contre Bastia pour mieux préparer la Coupe d'Europe des clubs. Dimanche enfin, tous les sports comme à l'accoutumée. En attendant, nous retrouvons Jean-Michel Desjeunes. Il nous reste à retourner à la Bourse de Paris pour les cotations. Michel Tardieu. Mais la bourse s'effrite. Il faut dire que la semaine qui commence avec la grève des métros qui continue ne fait pas plaisir aux boursiers. Quand ils sont parisiens, parce qu'elle les condamne comme tout le monde à la marche à pied et à l'asphyxie dans les embouteillages, et quand ils sont français en général, parce qu'ils ont peur que cette grève finisse par donner le mauvais exemple, et les boursiers évidemment n'aiment pas les troubles sociaux. Mais il faut bien dire que les syndicalistes de la RATP ne sont pas les seuls à donner des soucis aux boursiers. Monsieur Nixon et son secrétaire au Trésor, Monsieur Connelly, ne nous ont pas épargnés non plus. Car la phase 2 du plan Nixon, qui commence en ce moment, celle qu'a annoncé le président jeudi dernier, ne change en fait rien à la première phase. Or, beaucoup de gens espéraient que le président annoncerait un certain assouplissement de ses positions. Et ils sont déçus. La phase 2 du plan Nixon consiste simplement à prendre une position de fermeté à l'intérieur des États-Unis, après avoir pris une position de fermeté sur le plan international à l'égard des pays étrangers. Maintenant, le président dit qu'il veut combattre l'inflation interne pour la ramener à un taux de 2 à 3%, c'est-à-dire un taux inférieur de moitié à ce qu'il est actuellement. L'objectif est donc de surveiller les prix, les salaires, les bénéfices des sociétés, etc. Et le premier résultat de ces mesures annoncées par le président Nixon, qui sont considérées comme dirigistes bien sûr et qui le sont en général, a été de faire baisser la bourse de New York vendredi dernier. Les financiers américains commencent à s'inquiéter de la durée du plan Nixon, car évidemment ils n'en voient pas le bout pour l'instant. Et ils commencent à se demander à leur tour si finalement ce n'est pas le ralentissement économique qui est au coin de la rue. En tout cas, la première conséquence du climat dépressif qu'on enregistre actuellement sur tous les marchés internationaux, marchés de matières premières, etc., parce que les gens commencent à se demander si effectivement ce ralentissement économique ne va pas apparaître bientôt, son premier effet, ça a été la baisse des frettes sur les marchés de la marine marchande. La crise des effrètements serait, selon les courtiers de Londres, la plus grave enregistrée depuis 20 ans. Les transporteurs maritimes la ressentent d'autant plus qu'ils avaient connu, grâce à la crise pétrolière, un exercice assez bon au cours des mois qui ont précédé. Pour eux, le retournement du marché est brutal. Et c'est évidemment un mauvais présage pour l'ensemble de l'économie, car lorsque les transports, la quantité de transport diminue, c'est évidemment le signe qu'il y a une réduction de l'activité dans l'ensemble de l'économie internationale. Mais tout n'est jamais tout à fait noir, et les boursiers ont quand même une consolation, c'est qu'on parle de plus en plus de baisse des taux d'intérêt sur l'ensemble des marchés financiers. Et notamment sur le marché allemand, tout le monde croit que la Bundesbank va bien finir par baisser un petit peu ses taux d'intérêt. Et vous savez bien que lorsque les taux d'intérêt baissent, quand l'argent rapporte moins d'argent, quand les revenus sont moins importants, aussi bien pour l'argent liquide que pour les obligations, eh bien les actions généralement en tirent parti et la bourse pourrait y trouver une certaine consolation. Sur le marché de l'or, vous l'avez vu, le lingot gagne 15 francs et le Napoléon, lui, gagne 20 centimes. Le Pinet, nous allons voir ce qu'il fait. En ce qui concerne le Pinet, monsieur Antoine Pinet lui-même a dit que vouloir le rembourser serait une absurdité, car rembourser le Pinet, 170,10 pour le Pinet, il baisse de 10 centimes. Monsieur Antoine Pinet a dit que ce ne serait pas sérieux, car pour rembourser cet emprunt Pinet qui s'est fait au taux de 3,50%, il faudra emprunter aujourd'hui au taux de 8 ou 9%, et pour l'État, ce serait une charge supplémentaire tout à fait inutile. Quelques SICAV qui s'inscrivent évidemment en baisse, puisque le marché ces derniers jours n'était pas fameux, à l'exception des SICAV en obligations qui, elles, se tiennent beaucoup mieux que les SICAV en actions, c'est bien normal. Ici, la Bourse de Paris, à vous Jean-Michel Desjeunes. Pas d'informations nouvelles depuis le début de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Je vous signale que c'est Georges Walter qui vous présentera le journal ce soir à 19h45. Bonne journée.